on parle maintenant des avantages de l'épargne salariale côté entreprise. On en parle avec vous, Stéphane. Et si finalement, question, l'épargne salariale, c'était aussi un moyen de retenir les talents? Est-ce que c'est un peu survendu ou est-ce que c'est un vrai atout? Pas du tout. D'abord, ça sert à les recruter. Avant de les retenir, il faut les recruter, les talents. Donc l'épargne salariale fait partie des dispositifs de la palette des produits que peuvent offrir les entreprises, de plus en plus. Les grandes, on a vu tout à l'heure un peu moins les petites, mais tout doucement, elles y viennent également. Donc la personne qui souhaite intégrer une entreprise regardera effectivement dans la rémunération qu'on lui propose, quels sont aussi les avantages qu'il y a autour de la rémunération, et l'épargne salariale figure en bonne place pour dicter le choix du futur collaborateur. Bon, donc, ça sert à recruter les meilleurs. Et à les garder. Et après, une fois qu'on les a, il faut faire en sorte de les garder. Donc c'est quasiment les mêmes outils qui servent à les recruter et à les garder. Bon, mais une fois qu'on a dit tout ça, on est content, mais concrètement... Très content. On est très content. Concrètement, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce que vraiment le processus, l'étape indispensable, c'est la mise en place d'un accord d'intéressement? Pour la petite et moyenne entreprise, l'outil privilégié, l'outil préféré des chefs d'entreprise de petite et moyenne entreprise, même s'ils ne sont pas encore assez nombreux à le préférer, c'est effectivement l'intéressement. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un dispositif qui est facultatif, donc c'est un choix délibéré de l'entreprise, du chef d'entreprise, de dire je mets en place un système d'intéressement de façon à partager la valeur ajoutée nouvelle générée en fonction de l'atteinte des objectifs qui sont fixés dans l'accord d'intéressement. Bon. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, après, derrière, il y a la mise en place. Alors, il peut y avoir la participation aussi, obligatoire à partir de 50 salariés, qui peut être mise en place de façon volontaire aussi dans la moins de 50, bien évidemment. Mais c'est principalement l'intéressement qui est privilégié parce que beaucoup plus souple. La participation, il y a une formule de calcul. Bon, on peut avoir une formule différée, mais c'est un peu compliqué. Une formule imposée qui figure en bonne place dans le Code du travail. L'intéressement, la formule de calcul est à l'initiative de l'entreprise. Sous réserve qu'elle soit évidemment aléatoire, qu'elle soit collective et qu'elle figure dans l'accord. Donc ça veut dire que le chef d'entreprise peut intégrer ce qu'il veut dans sa formule de calcul. Je ne sais pas, une augmentation de son chiffre d'affaires, une augmentation de ses résultats, un nombre de nouveaux clients, tout un tas d'indicateurs dont il considère qu'ils sont pertinents pour la bonne marche de son entreprise. C'est pas trop compliqué, ça, notamment pour les petites entreprises, Stéphane? Non, c'est pas compliqué, pas du tout. Parce que j'ai une question là de Denis qui nous dit: une entreprise avec 2 employés, ma femme et moi, est-elle gagnante à verser de l'argent à ses salariés via l'épargne salariale plutôt que par les moyens classiques, dividendes, rémunération exceptionnelle, etc. Alors d'abord, pour verser des dividendes, faut-il encore être actionnaire. Donc les salariés, s'ils ne sont pas actionnaires, on ne parle pas des dividendes. Mais dans une petite entreprise, c'est assez rare que les salariés soient actionnaires. Bon. Mais par contre, l'entreprise a toujours intérêt à mettre en place des dispositifs, on l'a vu, les interventions précédentes, on l'a vu, de façon à permettre aux collaborateurs d'avoir une épargne, alors pour un projet, pour la retraite. Et on a vu aussi que les dispositifs d'épargne salariale, les dispositifs d'épargne, PE, PERCO, sont, du point de vue social et fiscal, bien mieux alimentés par les outils en amont qui sont l'intéressement de la participation. Il y a un effet de levier important, puisque l'épargne individuelle, si elle part du salaire du collaborateur, il a été fiscalisé complètement, il a payé l'impôt sur le revenu, alors que dans l'épargne salariale, l'intéressement, s'il verse son intéressement dans le PE ou dans le PERCO, il n'y a que la CSG-RDS, et puis il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc l'effet de levier est très important. Donc une petite entreprise, quelle que soit la taille, a toujours intérêt à privilégier, en plus de son système de rémunération classique, bien évidemment, a toujours intérêt à mettre en place un dispositif d'épargne salariale, principalement dans la petite et moyenne entreprise, l'intéressement, parce qu'il est beaucoup plus souple et on peut vraiment l'adapter au dispositif, à la préoccupation de l'entreprise, à ses objectifs de développement. Et quand je vous écoute, Stéphane, j'ai aussi l'impression qu'une des clés de la réussite de la mise en place de ce process, c'est une bonne communication tout au long de la mise en œuvre du plan d'intéressement et même de l'épargne salariale. C'est évident on l'a vu tout à l'heure, tout le monde dit c'est un peu compliqué l'épargne salariale, donc si on n'en parle pas, on n'explique pas, c'est évident que les gens ne vont pas comprendre. Donc je reviens sur l'intéressement, l'outil privilégié des petites et moyennes entreprises, c'est un formidable outil pour communiquer sur l'entreprise. Le chef d'entreprise va se servir de son accord d'intéressement pour parler de son entreprise. Des fois, il n'en parle pas souvent, donc là, il a une bonne occasion d'en parler. Et puis, ses collaborateurs
dans le cadre de l'accord d'intéressement, vont comprendre le fonctionnement de l'entreprise, vont pouvoir comprendre pourquoi la formule de calcul est orientée sur du développement, sur des économies, sur de la marge, parce que c'est la problématique de l'entreprise. Donc c'est un formidable outil de communication des objectifs de l'entreprise et de communiquer de l'entreprise. Et d'associer les salariés à ce objectif. Et alors évidemment, l'intérêt aussi, c'est que si les objectifs sont atteints, le mode de calcul prévoit de verser une prime d'intéressement aux collaborateurs. Alors combien ça peut aller jusqu'à 20% de la masse salariale, donc c'est considérable. Bon, la prime d'intéressement moyenne, elle est plutôt de 4,5-5%. Mais n'empêche que ça permet effectivement aussi de récompenser les collaborateurs parce que les objectifs sont atteints. Et une fois que le collaborateur il a sa prime d'intéressement, ben là, il la consomme tout de suite. Hein, il est donc fiscalisé, ou bien il va dans le PE ou dans le PERCO en fonction de son idée sur l'épargne, retraite ou investissement, ou la voiture pour faire le tour du monde. Pour faire le tour du monde, il faut qu'elle soit amphibie, la voiture, pour faire le tour du monde. Oui. Mais à part ça, voilà, donc c'est vraiment on a du mal à imaginer, alors que malheureusement ça existe, on a du mal à imaginer une entreprise qui mettrait en place un PE, un PERCO, sans mettre en place les outils en amont qui sont les outils générateurs de flux, hein, intéressement, participation. Alors on peut le faire, mais la logique veut que l'entreprise mette en place intéressement ou participation, et PE et ou PERCO. J'ai une question d'Erika en direct qui me demande: l'épargne salariale est-elle ouverte à toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés et quelle que soit la forme juridique? C'est une bonne question. Toutes les entreprises, quelle que soit la forme, quelle que soit petite, moyenne. Les associations peuvent mettre en place des accords d'intéressement. L'intéressement, j'entends, parce que c'est des plans d'épargne, enfin, tous les produits. Bon. La participation, comme la formule de calcul est basée sur le résultat, l'entreprise qui n'a pas de résultat, il n'y a pas de participation. Et puis les entreprises qui, par définition, par exemple des associations qui ne sont pas à but lucratif et qui, par définition, ne gagnent pas d'argent, bah, celles-là, elles ne mettent pas en place d'accord de participation. Mais par contre, elles peuvent mettre en place un accord d'entraînement sur des indicateurs autres que le résultat, puisque ce n'est pas leur vocation première. Bon, bah, très bien. Mais ça concerne tout le monde. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est une très bonne nouvelle. On va voir tout de suite donc, la deuxième partie de l'épargne salariale au service des entreprises avec Marc Véron du MEDEF qui va nous rejoindre. Bonjour. Alors, on l'a vu avec Stéphane, qu'elle soit petite ou grande, on a vraiment l'impression que pour l'entreprise, l'épargne salariale, c'est un puissant instrument de cohésion. C'est vrai ? Oui, ça permet d'associer à la performance, donc ce qui nécessite d'une part que l'entreprise fasse l'effort d'expliquer comment cette performance a été obtenue, après de communiquer sur son résultat, son affectation, avec une partie qui peut donc être redistribuée aux salariés en plus du salaire qui leur a été déjà versé, puisque c'est un point aussi important, c'est-à-dire que ça ne vient pas en substitution du salaire, c'est quelque chose qui vient en complément. Et avec plusieurs leviers possibles qui ont été abordés, notamment l'intéressement et la participation, nous avons une nette préférence pour l'intéressement, puisque c'est ce qui donne le plus de souplesse et c'est complètement facultatif. Et cela peut être mis en place notamment par voie d'accord et donc avec les organisations syndicales partenaires. Oui, parce que la boîte à outils, au final, de l'épargne salariale, elle est riche. On peut puiser un petit peu dans différents instruments pour avoir presque du sur-mesure. Oui, tout à fait. Elle est très très riche. Et ce qui est important, c'est à la fois d'indiquer comment il est possible d'alimenter et comment cette épargne, une fois constituée, elle peut être gérée. Puisqu'il y a la phase constitution de l'épargne et la phase après gestion. Et donc là, sur la phase gestion, il est important que l'entreprise, grâce d'ailleurs aux gestionnaires et aux teneurs de compte, d'apporter de l'information régulièrement aux salariés pour connaître le bénéfice de ces placements. Puisque suivant, et comme ça a été précisé tout à l'heure par Claire Castanet, suivant le choix qui va être fait, notamment d'horizon de placement ou de financement d'un projet futur, eh bien, les choix peuvent être très différents. Quand on prépare sa retraite, assez souvent, en fait, le choix qui est le plus adapté, c'est d'être sur une gestion pilotée qui, en fonction de la durée qui reste encore à épargner, va investir plus ou moins en action et va après désensibiliser, c'est-à-dire sécuriser cette épargne pour faire en sorte que lorsqu'arrive l'horizon avec la retraite, eh bien, il y ait une épargne qui soit sécurisée à ce moment-là. Bon, on est sur Boursorama. On va peut-être terminer avec un mot sur une dimension peut-être particulière de l'épargne salariale, c'est l'actionnariat salarié. Une bonne façon de réconcilier peut-être, de mettre salariés et chefs d'entreprise du même bord? Oui, on n'en a pas encore parlé, mais effectivement, c'est surtout connu aujourd'hui des entreprises cotées. Dans les entreprises non cotées, c'est pas encore très très développé. C'est possible.
Nous souhaitons, nous, qu'il y ait encore d'autres possibilités, notamment dans le cadre de la transmission d'entreprise et de la transmission possible à une partie aux salariés d'une partie de l'entreprise. Donc il y a encore des choses à faire et on espère que le législateur aura le courage d'avancer sur cette voie-là. Qu'est-ce que vous aimeriez concrètement ? Lorsque le dirigeant prépare en fait la transmission de son entreprise et donc la cession de son entreprise, il puisse céder partiellement cette entreprise aux salariés par différents moyens. Si on regarde aujourd'hui d'ailleurs la façon dont les entreprises, des start-up, des entreprises de croissance se développent, elles se développent aussi en associant les salariés à travers notamment soit de l'actionnariat, soit des bons de souscription des BSPCE, les associe à cette performance future de l'entreprise. Et donc là, on gagne à la fois parce que les salariés obtiennent ces bons de souscription ou ces actions dont la valeur va dépendre en grande partie de leur travail et donc de la performance de l'entreprise. Et pour le dirigeant, c'est une façon aussi de motiver les salariés et de les intéresser au futur de l'entreprise. Donc c'est un élément à la fois de motivation et de fidélisation. Bon, question de Serge. En cas de départ à la retraite, que devient mon épargne salariale? Qui veut répondre? En termes de départ à la retraite, alors tout dépend de l'accord. Il y a une possibilité de sortie en capital ou de sortie en rente. La plupart du temps, ce que l'on constate, c'est que beaucoup de gens préfèrent une sortie en capital. Mais on peut aussi conserver son PERCO et le faire vivre de cette manière-là. Et il continue à faire des petits, en fait. Et ça peut constituer de l'épargne de précaution pour le futur, pendant la période de retraite. En fait, si je puis compléter, en fait, 4 salariés sur 5, au moment de la retraite, gardent leur épargne sur leur PERCO. Et pour piocher dedans au fur et à mesure de leurs besoins, mais la plupart se servent du PERCO comme d'une épargne au moment de la retraite pour faire face à leurs besoins financiers au moment de la retraite, mais au cours de leur retraite plutôt.